Bonsoir à tous. Ce journal démarre avec les titres et cette audience que le vice-président a accordée à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il est venu faire le point de ses différents travaux portant notamment sur le développement du capital humain, l'amélioration des chaînes de valeur agricoles, l'accélération de l'accès à l'électricité ainsi que les enjeux du changement climatique. Cela fait 4 ans aujourd'hui, 4 ans que l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly nous a quittés. L'an 4 de son décès dans la cité du Poro a fait place au recueillement. Sa famille politique et sa famille biologique ont prié pour le repos de l'âme du défunt. Vêtus de blanc, les jeunes sont descendus dans les rues pour rendre un hommage à leur mentor. Et puis retour sur la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est achevée. Les présidents Adama Bictogo et Kandia Camara conduisaient la délégation ivoirienne au Canada. Plénière, travaux en commission et rencontres diverses. Un rendez-vous enrichissant pour le Parlement ivoirien. Bienvenue à vous tous. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thémoko Mélié Koné, a accordé ce mardi à la présidence de la République au Plateau une audience à Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces échanges doivent permettre in fine à la Banque mondiale d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable. Alexis Ouedraogo. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, est à Abidjan depuis le 4 juillet dernier. Ce mardi, il est reçu par le vice-président de la République, Thémoko Mélié Koné, pour faire le point de ses sessions de travail technique. Nous avons informé Monsieur le vice-président, son Excellence, des progrès qui sont déjà accomplis dans le cadre de nos interventions diverses et variées en Côte d'Ivoire. Et nous avons également, bien sûr, sollicité ses conseils et ses orientations pour renforcer encore notre partenariat qui, comme vous le savez, couvre pratiquement tous les secteurs de développement en Côte d'Ivoire. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à environ 6 milliards de dollars. Sur le secteur de l'énergie, la Côte d'Ivoire se présente comme un pays locomotive dans la sous-région, tant du point de vue des investissements qu'il est en train de faire, mais plus important, des retombées de ces investissements pour permettre aux autres pays, dans son voisinage immédiat, d'avoir aussi accès à ces produits essentiels. Beaucoup de pays de la sous-région dépendent de la Côte d'Ivoire pour population et également leur économie puisse avoir accès à l'électricité. La Côte d'Ivoire est à 75%. Il est clair que les 25% de la population qui restent ont aussi droit à l'électricité. Quels investissements supplémentaires doivent être également faits en collaboration avec l'ensemble des partenaires, la Banque mondiale, mais également le secteur privé, pour que ces derniers miles de kilomètres puissent être parcourus et puisse véritablement à la Côte d'Ivoire d'avoir une électricité qui soit disponible. Et ceci est important pour aussi le développement du capital humain, tout comme le développement agricole, qui sont d'autres secteurs importants que nous avons discutés au cours de notre mission. Pour ce qui concerne le développement humain, la Côte d'Ivoire a fait beaucoup de progrès. Il est important que la qualité se renforce pour que l'employabilité des sortants du système éducatif soit beaucoup plus forte et que les sortants du système éducatif puissent avoir accès au travail et que ceci aussi puisse contribuer au développement économique et social de la Côte d'Ivoire, qui dépend nécessairement du secteur agricole. Nous avons beaucoup, dans le cadre de notre mission, discuté sur le potentiel que ce secteur a, sur les progrès importants que la Côte d'Ivoire a fait. Quand on regarde ce qui s'est fait aujourd'hui dans le secteur de l'anacarde, la Côte d'Ivoire est vraiment un exemple. Cette visite qui précède la reconstitution de l'IDA 21 met aussi l'accent sur l'impact des programmes financés par l'instrument en Côte d'Ivoire, en particulier dans les secteurs prioritaires du PND 2020-2025. Les échanges menés devront par ailleurs, in fine, permettre à la banque d'aligner ses efforts sur les priorités nationales pour un développement inclusif et durable.
L'heure au recueillement, ce lundi, nous sommes à Korogo et comme chaque année depuis le décès de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, on prie pour le repos de son âme. L'an 4 de son décès est marqué donc par des prières de sa famille biologique et sa famille politique, ainsi que les populations. Ami Sissoko. Korogo, quartier Soba, caveau familial Gon Coulibaly, guide religieux, fidèles musulmans, amis et proches aux côtés de la grande famille Gon Coulibaly en ce jour de commémoration du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juin 2020. Prières et invocations pour implorer la miséricorde divine en faveur d'Amadou Gon Coulibaly, très proche collaborateur du chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis le décès, chaque année, on se retrouve au caveau ici, on vient prier pour lui. Nous demandons à bon Dieu toute prière que nous acceptons aujourd'hui pour que Dieu exauce nos prières, que Dieu accepte notre prière pour que son corps se repose en paix. 4 ans après son rappel à Dieu, son absence suscite toujours de vives émotions. Toujours, quand on pense à lui, vraiment, on le voit toujours comme s'il est là. C'est pourquoi on vient chaque année pour prier pour lui. Tu n'as pas terminé avec nous. Par ces émotions, vraiment, nous te disons que la tête soit encore légère, mais nous ne t'oublions jamais et au grand jamais. C'est toujours avec tristesse qu'on ressent encore cette mort, comme si c'était hier. Mais particulièrement, nous sommes heureux d'avoir participé à la commémoration du 4e anniversaire, au sacrifice qui vient d'être fait, toutes les bénédictions qui ont été faites, fasse Dieu qu'elles soient exaucées et que notre frère puisse reposer en paix. Des invocations ont été aussi formulées par les imams à l'endroit du chef de l'État Alassane Ouattara afin qu'il continue sa politique de développement entamée avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly en faveur des populations en termes d'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Par la voix de son porte-parole, la famille traduit toute sa gratitude à tous. Et quand on voit la population de Korogo qui reste encore mobilisée pour prier, pour demander à Dieu d'avoir pitié d'Amadou et de l'accepter dans son paradis, les émotions sont à leur comble. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de prier pour le repos de son âme et pour prier aussi que l'œuvre qu'il a bâtie avec son grand frère, le président Alassane Ouattara, puisse se poursuivre de façon harmonieuse. À cette cérémonie émouvante était présente la veuve du Premier ministre Assetou Gon. Ses enfants, le ministre-gouverneur du district des Savanes, le général Issa Coulibaly, un très proche collaborateur, autorité administrative, politique et chef de canton et de village. Voyons cet hommage de la jeunesse de Korogo, vêtu de blanc. Les jeunes sont descendus dans les rues pour saluer la mémoire de celui qui a été et reste une source d'inspiration pour eux. Ami Sissoko. 8 juillet 2020, 8 juillet 2024. Voici 4 ans que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, illustre fils de Korogo, a été arraché à l'affection des siens. Ce dimanche 7 juillet 2024, à la veille de la commémoration de son décès, les populations du Poro, tous vêtus de blanc avec en première ligne les jeunes, en procession à travers la ville pour réitérer la marche blanche initiée depuis son décès. Nous sommes là aujourd'hui pour nous rappeler cet homme exceptionnel qui était aussi notre grand frère bien-aimé au niveau donc de la direction du parti, au niveau du combat politique que nous avons eu à mener. Et on a été fiers de le faire à ses côtés. Nous commémorons l'an 4 du décès d'Amadou Gon. Amadou Gon, pour nous, qui est un monument qui reste aujourd'hui pour nous un esprit que nous devons cultiver parce que c'était un homme de cohésion, c'était un homme de culture, c'était un homme de rassemblement. Cette marche, évidemment, est organisée pour juste un rappel, montrer à l'opinion nationale et internationale qu'il a été et il reste pour nous une idole, un leader, quelqu'un que nous ne pourrons jamais oublier. C'était un papa pour tous les enfants, un papa aimant, protecteur. Comme je dis toujours, il est inégalable et incomparable.
fait le Premier ministre Amadou Gon a été pour moi un mentor, un modèle. Et nous espérons perpétuer sa mémoire. Parti du siège du RHDP au caveau du défunt, en passant par plusieurs points chauds de la ville, les jeunes ont marqué un arrêt au domicile familial du défunt pour démontrer une fois de plus leur attachement au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à travers une motion. Surtout pour montrer leur engagement à perpétuer les valeurs incarnées par celui qu'ils appelaient affectueusement le lion, d'où l'esprit AGC. Korogo est désormais une terre de pèlerinage pour nous. Amadou Gon, même s'il n'était pas prophète, il était un leader et son leadership a enfanté des fils. Parce que le fils est différent de l'enfant. Le fils est le continuateur de ton œuvre. Cet événement n'est pas seulement un hommage, mais aussi un témoignage de notre engagement collectif à faire perdurer les valeurs et les idéaux pour lesquels AGC s'est tant battu. Une action de reconnaissance qui réjouit la famille Gon Coulibaly. Votre mobilisation rassure que vous avez pris le bon chemin. C'est pourquoi les bénédictions de la famille vous accompagnent pour que vous soyez fortifiés, pour que vous soyez toujours engagés pour les causes justes que Amadou a défendues toute sa vie. L'engouement autour de l'événement indique visiblement qu'après 4 ans, la légende AGC reste vivante. D'où le slogan « L'esprit AGC, la marche continue ». Autre chose à présent, la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie qui s'est achevée ce mardi. Le nouveau président de l'APF est le Camerounais Hilarion Etong. Le Parlement ivoirien était présent à ces assises avec la présidente du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Michel Digri. Je termine ma présidence et j'ai misé, et je dis j'ai misé, nous avons misé sur 2 thèmes majeurs durant les 2 dernières années, la jeunesse et la diplomatie parlementaire. C'est le discours d'adieu de Francis Drouin qui quitte la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Camerounais Hilarion Etong prend les rênes de l'institution. Je m'attellerai à ce que nous mettions en jeu tout notre poids de parlementaires pour renforcer notre engagement dans des démarches de médiation parlementaire, pour contribuer à la prévention et à la résolution des crises politiques qui secouent le monde francophone. Ainsi se referment les portes de cette 49e session de l'APF. En marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale a multiplié les rencontres dans le cadre de la diplomatie parlementaire sur plusieurs questions d'actualité. La crise aujourd'hui dans l'Est du Congo, la crise au Mali, la crise au Burkina, la crise au Niger. Donc autant de crises pour lesquelles, en tant que président de l'Assemblée, nous avons considéré qu'il était bon que le Parlement, la diplomatie parlementaire joue sa part. Nous restons convaincus que cette dynamique de la diplomatie parlementaire, à n'en point douter, sera donc d'une valeur ajoutée pour la recherche de la paix, la stabilité, éléments fondamentaux pour le développement de nos pays. Son homologue congolais Vital Kamerhe revient sur d'autres sujets débattus au cours de cette rencontre. Beaucoup de choses unissent la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, que ce soit le football, que ce soit les amitiés traditionnelles depuis l'époque de Oufoué. Aujourd'hui, nous sommes heureux du miracle de Ouattara. Moi, j'étais moi-même à Abidjan. Et quand mon frère m'a convié à cette rencontre, j'ai dit c'est l'occasion de découvrir un peu les secrets du miracle qu'ils ont opéré pour construire autant d'infrastructures routières et sociales. Le pays est en train de transformer chaque jour. Adama Bictogo a enfin échangé avec la présidente du Sénat du Canada et la présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Et la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie, ce sont des plénières, travaux en commission et rencontres diverses au menu. Notre envoyé spécial Kader Sogodogo nous apprend que c'est un rendez-vous enrichissant pour le Parlement ivoirien et pour la Côte d'Ivoire. Suivant. Montréal au Canada, les parlementaires de l'espace francophone s'y trouvent pour la 49e session
de leur assemblée. Langue, culture, diplomatie, intelligence artificielle, les défis sont nombreux à ce rendez-vous. Une participation enrichissante pour les parlementaires ivoiriens. La participation ivoirienne était fortement représentée par les deux présidents de chambre de Côte d'Ivoire, ce qui montre l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour l'espace francophone. Il y a eu des débats francs et des points, des conflits qui étaient des points un peu délicats ont été abordés sans complexe, notamment le cas de la RDC et du Rwanda, le Mali, le Burkina et le Niger. Donc nous repartons satisfaits de notre participation. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, un cadre parfait pour régler de nombreux différends. Ici, la Côte d'Ivoire va s'inscrire dans le processus pour entrer en possession de certains biens spoliés durant la période coloniale. La Suisse est au devant des choses. Votre pays est concerné directement et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant d'avoir aussi l'avis de votre parlementaire et de la présidente du Parlement pour donner son point de vue et aussi participer aux solutions que nous pouvons mettre en place aujourd'hui. Une action saluée par la présidente du Sénat. L'objectif, c'est de faire en sorte que la francophonie puisse s'étendre au-delà des pays qui sont déjà membres de l'APF. Mais nous avons eu la bonne nouvelle de savoir que d'autres pays vont bientôt adhérer à notre grande organisation commune. Et c'est l'occasion aussi de tisser des relations bilatérales entre les pays francophones. Donc c'est un projet que nous trouvons très important pour nous et je voudrais féliciter monsieur le chef de délégation et dire que nous souhaiterions justement avoir un groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Suisse et dans ce cadre-là, on pourrait effectivement travailler sur ce dossier de la restitution des biens. La délégation ivoirienne aura de nombreuses autres rencontres avant de regagner Abidjan. Retour en Côte d'Ivoire, elle aura la charge de maintenir un climat de paix sociale dans la région de la Nawa. Touré Nameta représente le médiateur de la République dans cette localité. Elle a été installée la semaine dernière. Sam Conan. Anciennement rattachée à la délégation régionale du Gor, la Nawa dispose désormais d'un bureau regroupant les services de l'institution, le médiateur de la République. Avoir une délégation de la médiature dans la Nawa, je pense que c'est à saluer à sa juste proportion. Au lieu d'aller à Abidjan ou Gaïwa ou même San Pedro, je pense que ça peut régler ici. L'administrateur civil Nameta Touré, nommé médiateur délégué de la région de la Nawa, dit mesurer la tâche qu'il attend. Je serai à l'écoute de la population pour que nous puissions régler les conflits, que nous puissions apporter la paix sociale, la solidarité à travers cette écoute. Tout en rappelant le rôle essentiel de l'institution en matière du maintien de la paix, le médiateur de la République, Adama Tungara, qui a procédé à l'installation de sa représentation dans la Nawa, se réjouit du rapprochement de son institution des populations. La cérémonie d'installation en ce jour du médiateur délégué de la Nawa résulte de notre volonté de renforcer la présence de l'organe national de médiation dans l'ouest du pays afin de contribuer à la pacification du climat social. 17 médiateurs délégués, dont 2 femmes, ont été installés depuis 2017. À terme, l'institution, le médiateur de la République, entend couvrir les 31 régions du pays. On s'arrête sur cette mission en Thaïlande et en Indonésie effectuée par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, qui veut s'inspirer des modèles réussis en matière de prise en charge sanitaire, ceci afin de renforcer la mise en œuvre et l'implémentation de la CMU, couverture maladie universelle. Serge Coléa. La Thaïlande, pays d'Asie du Sud-Est, jouit d'un système de santé offrant à la population des soins accessibles et de haute qualité. Grâce à son régime de couverture sanitaire universelle, de nombreux services sont gratuits. Un modèle du genre
dont la Côte d'Ivoire entend s'inspirer. À la tête d'une forte délégation du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Maître Adama Camara est venu s'imprégner de la gouvernance et de la politique du Bureau national de la sécurité sanitaire. Nous sommes demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande. Comment a-t-elle fait pour enrôler toutes les populations éligibles à la couverture maladie universelle? Nous sommes également demandeurs du retour d'expérience de la Thaïlande sur le prélèvement des cotisations sociales à la source, parce que la caractéristique du secteur privé informel, c'est qu'il s'agit d'agents économiques qui exercent des activités génératrices de revenus connus. Nous sommes aussi demandeurs de comment la Thaïlande a fait pour que l'accès aux soins, qui est la finalité de la couverture maladie universelle, ainsi que l'accès aux médicaments de qualité et moins chers, est connu de succès. Le système thaïlandais, c'est environ 68 millions d'assurés et un retour d'expérience qui s'appuie sur un vécu de plus de 40 ans. En Côte d'Ivoire, environ 13 millions sur 29 millions de personnes sont enregistrées à la CMU. L'objectif est d'atteindre 20 millions de personnes à fin 2024. L'accès facile des populations aux soins passe par la construction des centres de santé. Celui-ci vient à point nommé, un hôpital pour le village de Sétifla, c'est à Vavois. Il a été inauguré par les ministres Mamadou Touré et Albert Mabry-Touakeus. Éric Ogoré nous en parle. Le centre de santé rural Dr Albert Mabry-Touakeus de Kouenoufla, dans la sous-préfecture de Sétifla et dans le département de Vavois, livré aux populations en présence du président du conseil régional du Haut-Sassandra, le ministre Mamadou Touré. C'est un don du ministre conseiller à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Albert Mabry-Touakeus, et de la Mutuelle pour le développement économique et social de Kouenoufla, MUDESCO. Ce don s'inscrit dans la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui invite les cadres à se rapprocher davantage des populations les plus vulnérables. Nous avons dit aux populations qu'elles avaient raison de rendre hommage au président de la République. Nous avons demandé à continuer à nous faire confiance, mobiliser pour soutenir le président de la République. Je pense que ce message a été bien perçu et retenu. Je voudrais donc leur dire merci. Le centre de santé va désormais faciliter les naissances dans cette localité. Monsieur le ministre, conseiller du président de la République, vous avez entendu nos cris de détresse. Vous avez agi efficacement et promptement. Vous manifestez une immense solidarité qui va améliorer durablement le quotidien de nos populations. À son tour, le président du conseil régional du Haut-Sassandra n'a pas manqué d'éloges en faveur du président de la République. La réalité de nos populations, c'est d'avoir d'abord de l'eau, avoir donc des routes, avoir de l'électricité, avoir des centres de santé pour que les populations puissent se soigner. Déjà en 8 mois, les actions qui ont été menées ici à Sétifla, ces actions viendront renforcer l'acte de gratitude que nous avons à votre endroit. Vous avez voté parce que vous croyez au président Alassane Ouattara. Les équipements de ce centre de santé seront livrés dans quelques jours et le personnel mis à disposition. Un coup d'œil à présent sur cette signature de convention entre la Direction générale de la décentralisation et du développement local et l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Il s'agit de mettre en œuvre des actions concrètes pour une meilleure gestion des déchets solides au niveau des collectivités. Grâce Kando. L'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, et la Direction générale de la décentralisation et du développement local mutualisent leurs efforts en vue de mettre en œuvre des solutions durables et efficaces dans la gestion des déchets solides au sein des collectivités. Les deux structures matérialisent donc cette vision
à travers une signature de convention. Je voudrais affirmer toute notre disponibilité à accompagner la NAGED, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous devons lutter contre l'incivisme, nous devons lutter contre l'insalubrité. Avec ce cadre où nous avons défini déjà un plan d'action, nous allons parvenir à donner un nouveau visage à nos collectivités. Cette volonté partagée s'inscrit dans la continuité d'une collaboration entamée depuis 2019 et qui prend en compte les 201 communes et 31 régions que compte la Côte d'Ivoire. Nous visons particulièrement à transformer nos collectivités en modèle de propreté et de gestion responsable du cadre de vie des populations, de fournir un appui institutionnel à la NAGED afin de renforcer ses interventions au niveau local, d'accompagner la NAGED dans l'exécution de ses missions auprès des collectivités territoriales en matière donc de gestion des déchets solides, de participer au renforcement des capacités techniques et matérielles des acteurs locaux en matière de lutte contre l'insalubrité. La NAGED est l'autorité de régulation des déchets solides en Côte d'Ivoire. Elle a été créée en 2017. C'est un projet qui va permettre de renforcer les capacités de gestion des frontières et de réponse aux urgences dans les régions nord et nord-est de la Côte d'Ivoire, financé par le Japon à hauteur de 565 millions de francs CFA. Le projet Sogrène est mis en œuvre par l'Organisation internationale des migrations, OIM, et il vient d'être officiellement lancé par le ministre Vagondo Diomandé. Le point de Walter Amadou Ouattara. Sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien déploie des moyens pour garantir la quiétude et renforcer la cohésion face au flux de réfugiés en provenance des pays voisins fuyant l'insécurité. Les divers services sociaux sont évidemment débordés. C'est le cas en ce moment aux frontières nord où 60 000 réfugiés bénéficient de l'hospitalité des populations qui s'exposent ainsi à des difficultés. L'État, ne pouvant pas tout faire, des partenaires volent à son secours. D'où le sens du projet Sogrène. Visant à promouvoir une mobilité transfrontalière sûre et respectueuse des droits humains. Cette franche collaboration, elle a déjà permis de renforcer la sécurité et la cohésion sociale le long des frontières ivoiriennes, notamment à travers l'édification et l'équipement de nouveaux postes de police frontalière, ainsi que l'appui à la résilience des populations vivant dans ces zones. Le projet est financé par le Japon. À hauteur d'environ 565 millions de francs CFA, ce projet vise à réhabiliter et équiper 2 postes de police frontalière et à renforcer les capacités du personnel chargé de contrôle aux frontières dans les régions de Bunkani, Tchorogo, Poro et Bagoué. Traduisant la reconnaissance du gouvernement, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité procède au lancement officiel du projet. Ce projet contribuera non seulement à renforcer nos infrastructures frontalières et nos capacités opérationnelles, permettra également d'impliquer activement les communautés locales dans la gouvernance des frontières, créant ainsi un environnement plus sûr et plus stable. Avec une durée de 12 mois, le projet Sogrène va s'étendre jusqu'au mois de février 2025. Coup de projecteur sur la filière riz en Côte d'Ivoire. Le gouvernement veut du riz de bonne qualité, en quantité suffisante et accessible à toutes les bourses. Pour atteindre l'objectif, l'État a mis en place une stratégie pour redynamiser la filière. Voyons cela dans notre dossier EcoPlus réalisé par Jean-Louis Bambo. À Sikwa, dans la périphérie d'Adzopé, région de la Mé. Vue du ciel, un tapis vert. Une exploitation luxuriante de riz sur 10 hectares. Une rizière créée grâce à un programme gouvernemental, le PURGA, le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles qui vise un approvisionnement permanent des populations ivoiriennes en denrées alimentaires de première nécessité. Ici, à Adzopé, l'on est en phase d'expérimentation d'une culture de riz de seconde génération, c'est-à-dire qui s'appuie sur l'irrigation. Nous avons fait le système d'irrigation, c'est-à-dire que nous sommes dans une production irriguée. Nous n'attendons pas forcément
la pluie pour pouvoir s'aimer. Donc tout le système d'irrigation a été mis sur pied par le cours d'eau qui est juste à côté et d'alimenter les différents casiers. Approvisionner continuellement les plants de riz en eau permet d'en accroître la production. Grâce au système d'irrigation, 3 récoltes sont possibles par an sur ce site, avec un espacement d'1 mois pour le travail de la terre. Pour chaque hectare, il faut compter environ 5 tonnes de riz pour la récolte. Le projet s'inscrit dans le cadre de la relance de la riziculture pour assurer à terme l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire, et cela passe aussi par la mécanisation. La méthode ancienne archaïque, comme je le disais à la main, la Côte d'Ivoire ne pourrait jamais s'autosuffire en riz. Mais avec les machines, il y a de l'espoir. La Côte d'Ivoire va s'autosuffire en riz et même exploiter et encore réserver pour les années futures. Le riz, une denrée alimentaire très consommée en Afrique. En Côte d'Ivoire, la consommation de cette céréale est estimée en 2023 à 2,5 millions de tonnes, alors que le pays ne produit que 1,2 million de tonnes, une production qui ne couvre qu'environ 60% des besoins. L'ambition des autorités ivoiriennes est de porter la production nationale à 2 700 000 tonnes en 2027 et permettre au pays d'être autosuffisant en riz, pour enfin atteindre la barre de 3 500 000 tonnes en 2030 et être exportateur de riz. Près de 300 km plus loin, voici une plantation artisanale de riz, comme on en compte des dizaines dans cette localité de Kayeta, région de la Mararoué, dans le centre-ouest. Ici, vous comptez avoir un rendement à peu près combien en paddy? En paddy, on compte avoir au moins 3 tonnes à l'hectare. Même pas 3 tonnes 5? Par rapport à un niveau d'enlèvement, ça, mais on peut aller jusqu'à 4 tonnes. Ah, ça, c'est un record, c'est très bon. Un champ où s'effectue ce jour la récolte du riz, arrivé à maturité grâce à cette moissonneuse-batteuse qui épargne d'une récolte manuelle, bien souvent fastidieuse. Une semi-mécanisation longtemps espérée par les riziculteurs comme Isiaka Bakayoko, qui bénéficie d'intrants avec une subvention de l'ADERI, l'Agence pour le développement de la filière riz. Il peut désormais gagner en temps sur la récolte. On n'avait pas des appuis, des matériels agricoles. Aujourd'hui, avec les programmes, on a réussi à avoir des matériels, les intrants. Donc maintenant, on fait des grandes superficies. Voilà. Il s'agit ici d'un vaste programme que nous avons mis en place et que nous voulons démultiplier sur l'ensemble du territoire. Et ici, nous sommes sur une parcelle de riz. Mais pour les connaisseurs, ils vont dire mais la parcelle n'est pas bonne. En fait, c'est une parcelle de bas-fond non aménagée. Mais nous avons voulu que dans ce programme-là, tout le monde soit pris. Même si ce n'est pas aménagé, le paysan qui est ici a l'opportunité d'avoir la mécanisation. Donc, pour chaque type de riziculture, le programme doit faire en sorte que chacun puisse s'élever, s'améliorer et puis avoir des gains. La nouvelle stratégie de développement de la filière riz, SNDR, qui a été lancée, vise à accroître les superficies rizicoles exploitées sous maîtrise de l'eau, la productivité des exploitations rizicoles, l'amélioration de la transformation du paddy et la commercialisation du riz blanchi. Une stratégie dont le financement est estimé à 798 milliards de francs CFA et pour laquelle les partenaires techniques et financiers se sont engagés en présence du Premier ministre à apporter leur soutien afin d'aider la Côte d'Ivoire à non seulement couvrir ses besoins nationaux, mais également à être exportateur net de riz blanchi à l'horizon 2030. À la filière riz, un nouveau souffle pour atteindre l'autosuffisance, un dossier de Jean-Louis Gbangbo. Voilà qui marque la fin de cette édition. Excellente nuit, Dieu nous garde, bonsoir.